S'est installé dans ce studio, monsieur Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale. Avec lui, donc, nous allons passer en revue l'actualité sociopolitique de notre pays. À la une, cette date, le 28 décembre 2019, annoncée lundi par maître Amadou Salif Kébé, à laquelle la CENI se propose de pouvoir organiser les élections législatives en Guinée. Une proposition de date, loin d'être le fruit d'un consensus, loin s'en faut, mais plutôt source de casus belli au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Une partie de ces commissaires, 7 en tout, issus des rangs de l'opposition, a marqué donc son désaccord par rapport à cette date et l'a fait savoir à travers une déclaration rendue publique à cet effet. Pendant ce temps, les consultations menées par le Premier ministre Dr Kassory Fofana se poursuivent sans désemparer, en l'absence bien entendu des opposants à un changement constitutionnel en Guinée. Pour sa part, la majorité au pouvoir reste de marbre et a réitéré hier sa volonté d'aller vers une nouvelle constitution en Guinée. Les législatives à la date du 28 septembre sont-elles possibles à ses yeux? Que répond-il à ceux qui y voient une manœuvre de la part de la CENI pour servir un agenda? Quelle nécessité de consulter le peuple sur une nouvelle constitution et quel regard d'ensemble sur l'état de notre pays? Toutes ces questions, on va aller lui poser dans un instant à notre invité qui est avec nous dans ce studio. Avant de continuer, vos réactions sur différentes plateformes. Tous les accès maintenant au TPI des Kaloum bloqués par les policiers. Aujourd'hui, l'audience n'est pas ouverte au grand public. L'accès barricadé, nous signale-t-on. On parle déjà de 3 arrestations parce qu'il s'agit là du verdict dans le procès Fodé Baldé Mohamed Bangoura devant le tribunal de première instance. Donc, l'ambiance semble être électrique de ce côté. DTS, bonjour les GG. C'est vraiment dommage qu'Alpha Condé nous serve le même plat qu'il a toujours rejeté parce que c'était un plat empoisonné où est passé son objectif. Il pose la question, c'est notre ami DTS qui nous envoie ce message. Katfa Mouri Akaba qui réagit à l'instant. Bonjour les GG. Nous, peuple, nous sommes prêts pour les élections programmées le 28 décembre. Ceux qui veulent rester, resteront, mais on ira sans faute. Allons au référendum. C'est Katfa Mouri Akaba du côté du RPG Arc-en-Ciel qui nous envoie ce message. Du côté de l'UMP, bonjour mon cher, c'est Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Nous disons doublement oui à cette nouvelle consultation. Le malheur de cette opposition, c'est d'avoir un politicien qui n'aime pas la politique à sa tête, qui est Cellou Dalein Diallo. À bas les députés périmés. Vivement les élections législatives. C'est Abdul Karim Mouloba du côté de l'UMP. Le langage change du côté de l'UMP. On va essayer de vérifier du côté du PADES avec Aboubakar Bigop Kaba. Pourquoi toujours les Guinéens ont les dirigeants médiocres? Ce régime mafieux et corrompu a montré toutes ses limites aux Guinéens. Nous ne voulons plus qu'un clan mafieux qui prenne nos ressources en otage. L'administration est à l'arrêt. Les routes sont défoncées. Pas d'électricité, ni d'hôpitaux, ni de qualité pour les Guinéens. Nous refusons cette gouvernance des copains et des copines. Amoulanfé, c'est donc plutôt Aboubakar Bigop Kaba qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions. On va aller du côté de l'UFR. Après avec Mouri Akaba. Très intéressant Mouri Akaba. Quand plus de 1 500 000 électeurs n'ont ni photo ni empreinte digitale, on appelle cela fictif. Et ceux-ci votent pour qui? Évidemment pour Alpha Condé et dans le bureau de vote fictif non répertorié dans la base de données de la CENI. Nous refusons donc de participer à cette mascarade en cours et nous l'empêcherons par tous les moyens légaux. C'est la Constitution qui nous donne le droit de résister à l'oppression. C'est Mouri Akaba qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions sur l'autre plateforme. Bonjour les GG, moi c'est Balafanta Condé, dit le sénateur. Il écrit le sénateur alors. Je pense que M. Diané a laissé une question sans réponse, celle de Maf qui que si c'était une proposition personnelle qu'il a fait venir ou c'est une proposition qu'il a trouvée sur la table de M. Alpha Condé. Bonjour espace, je suis Gibril Barry Matoto FC Ataya. Aboubakar Robi a raison. Depuis 2010 jusqu'à maintenant, l'opposition ne fait que apporter de l'eau à la farine du président car actuellement les institutions républicaines sont inspirées mais elles, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, elles continuent quand même de fonctionner. C'est donc Gibril Barry depuis Matoto qui nous envoie ce message. À présent, notre invité qui est avec nous dans ce studio, on va l'accueillir. Bonjour à vous, honorable.
Bonjour, Boubacar. Bienvenue. Bonjour. Bien. Qu'est-ce que vous fait sourire? Il y a longtemps qu'il n'est pas venu dans ce studio, vous le connaissez. Ouais. Il y a longtemps qu'on ne l'entend pas également. Il m'accusait d'être de l'UFDG il y a quelques jours. Il dit, ouais, vous avez pris votre carte de membre de l'UFDG. Ce matin, il dit qu'on est en amour pour l'UFR. Bien. Donc ça change de ça change de. Voilà. Alors d'entrée de jeu, Du Coca-Cola et du Pepsi-Cola. voilà. Bien. D'entrée de jeu, la CENI nous annonce la date du 28 décembre pour organiser les élections législatives, ce qui fait un effet de pétard au sein de l'institution, puisque une partie des commissaires, notamment ceux de l'opposition, ne sont pas favorables à cette date honorable. Quelle analyse faites-vous De cette date. Oui, moi, je n'ai pas d'analyse particulière à faire de cette date. Le problème qu'on a aujourd'hui en Guinée, c'est que le mensonge, la manipulation sont devenus la règle. L'apocalypse est l'équation finalement. La Guinée va tellement vers l'apocalypse. Soyons sérieux. La CENI, c'est quoi? Nous sommes à la combienième CENI? Nous les avons toujours changés sous la pression, sous la demande de l'opposition. La preuve, c'est qu'ils ont changé tous les éléments qui étaient dans l'ancienne CENI, tout simplement parce que ceux-ci ont montré une certaine indépendance vis-à-vis d'eux. C'est moi-même qui suis fier de l'avoir fait. J'ai introduit 2 dispositions dans la loi sur la CENI au CNT et à l'Assemblée. Premièrement, on ne devrait plus demander conseil ou des injonctions de la part des structures d'origine. Non commissaires, qu'on ne devrait plus appeler commissaires de l'opposition, ils sont juste commissaires parce qu'ils ont prêté serment, continuent de le faire. Ça, c'est une violation de la Constitution, une violation d'une loi organique. Deuxièmement, il a été aussi clair que même s'il ne reste que 3 commissaires, ils peuvent délibérer en toute légalité et en toute légitimité. Ceci dit, il y a eu une retraite. Quand on parle aujourd'hui, je l'ai entendu raconter beaucoup de contre-vérités hier. Quand il dit il n'y a pas eu d'appel d'offres. C'est la CENI pendant sa retraite qui a même écrit officiellement, selon une de leurs résolutions là-bas, d'écrire au ministre des Finances pour sauter les étapes pour être dans l'OTAN parce qu'en ce moment, tout le monde exigeait à ce que les élections aient lieu cette année. Ouais, mais c'était pour le recrutement du cabinet d'ingénierie. Non, attends. Non, pour tout. Parce qu'à chaque étape, s'il faut respecter le code des marchés publics, ça prend parfois 3 mois. Ouais. Chaque cas. C'est-à-dire que même en 2020, on n'aurait pas eu des élections législatives. Ils ont demandé la dérogation. Ouais. Ils l'ont obtenu. Deuxièmement, c'est les 235 jours. Ce n'est pas Alpha Condé qui leur a dit. Si je peux vous faire un scoop, Alpha Condé voulait les élections peut-être en octobre. Mais c'est la CENI peut-être qui lui a dit, nous ne pouvons pas. D'abord, il y a des contraintes financières. Il y a un autre problème, c'est que l'opposition a été surprise parce qu'on a pu trouver de l'argent. On regardait entre les lignes du budget. Il n'y a pas de budget à affecter à la CENI, mais tout a été payé. Tout a été fait. Il y a un autre problème en ce qui concerne la CENI. Vous savez, l'opposition a toujours demandé à ce qu'on change les opérateurs. Mais chaque fois qu'on a changé d'opérateur, la Guinée n'a jamais eu de logiciel à elle. Chaque fois qu'on a changé d'opérateur, le nouvel opérateur vient avec son logiciel qui n'arrive pas à intégrer la totalité des enregistrements antérieurs. Donc quand cela s'est fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a des résidus dans la machine qui sont de l'ordre de 1,3 million et quelques, qu'on appelle fictifs, mais qui sont où? Même l'audit a dit que 10% seraient en Haute-Guinée et en forêt, 7% seraient au Fouta, etc., etc. Et quel a été le cri de Sidé en ce moment? Ah voilà, les 2 parties se sont partagés les fictifs. Dans mon fief, il n'y en a pas. Il faut être constant. Ces 2-là sont qui? De qui c'est moquent donc? C'est Loudala ou Sidé Touré. Quand il parle
on a du lobby. Il sait ce que c'est qu'un lobby. Parce que son ami, le meilleur ami d'affaires qu'il a, avait une firme de lobby aux États-Unis. Il a vécu de Mamadi Ghané. C'était le Guinéen, le Noir, le frère le plus puissant en matière de relations politiques aux États-Unis. C'est son meilleur allié. Il a vécu de ça. Ça, c'est pas un problème. Non, absolument. Ah, oui. Donc, pourquoi il s'étonne aujourd'hui qu'Alpha Condé fasse du lobbying? Oui, pour son voyage. Réfléchir. Pour son voyage, d'accord. Non, mais attention. Oui. Non, c'est ce que j'ai dit. Mais les deux qui semblent s'unir aujourd'hui, qui sont-ils en fait? Je vais vous donner peut-être un autre secret. Au Quai d'Orsay, quand Selou est parti, on l'a dit, mais écoutez, vous êtes associé à CDA, mais qui dit que vous n'avez pas de caractère et que vous obéissez plutôt à ceci ou à cela. Non, on a répondu, voilà ce qu'il a répondu. Oui. Il dit, mais il est tellement fourbe que je crois beaucoup plus à Alpha Condé qu'à CDA, qu'à lui-même. Voici deux personnes. Ce sont les confidences. Voilà, voici deux personnes qui veulent nous croire aujourd'hui, nous faire croire aujourd'hui, qui sont ensemble et qui veulent s'unir. Qu'est-ce que ça veut dire? Chacun a le poignard au dos. Oui, le poignard au dos. Attention, on va enlever Alpha Condé. Après, on va commencer à se poignarder et la Guinée ne peut pas s'offrir ce luxe-là. Maintenant, respectons les institutions. Je l'ai entendu dire hier, il faut qu'on respecte les institutions. Honorable. L'institution, c'est quoi? C'est la CENI. La CENI n'a plus de commissaire de mouvance ni de commissaire de l'opposition. Attendez, je vais finir. Attendez, n'a plus de commissaire de la mouvance ni de commissaire. Oui, mais je suis venu pour ça. Permettez. Si vous voulez. S'il vous plaît. Avec des questions d'Amaro. Oui, mais on aura l'occasion. Maintenant, tu nous fais parce que j'aurais fini déjà. S'il te plaît, j'aurais fini déjà, Tamba. Il va finir de développer son introduction. Je dis que la CENI est une institution. La seule qui soit chargée de l'organisation de nos élections. Si la CENI dit le 28, mais attendons, que la CENI dise nous avons besoin de moyens. Ce n'est pas les partis politiques qui donnent les moyens. Au sein de la CENI. Oui, mais ce n'est pas le consensus qui est demandé à la CENI. À la limite, il y a le vote. Même si, dans l'histoire de la CENI, il y a eu 2 votes en 10 ans. C'est ça à la limite. Alors, vous nous disiez, parce qu'il faut que vous avez abordé beaucoup de choses en même temps. Oui, mais parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges hier. On va commencer avec la première chose. Oui. On va commencer avec la CENI. Oui. Vous disiez que vous étiez heureux d'avoir introduit dans la nouvelle loi au moins 2 dispositions, grâce auxquelles on ira à ces élections. On a une stabilité de la CENI aujourd'hui. D'accord. Parce que les 4 mois qui ont été nécessaires pour faire les dernières élections, c'est parce qu'à chaque occasion, on donnait des injections à ces commissaires pour dire quitter la CENI et on attendait. Honorable. Et on ne pouvait rien faire. Question bien simple. Voilà. La CENI, commission indépendante chargée d'organiser des élections, pour des besoins de transparence, mais de légitimité d'action aussi, on a dit, vous avez dit, vous les politiques, on va faire une CENI avec 7 commissaires issus de la mouvance, 7 autres issus de l'opposition. Alors, vous vous définissez très certainement comme un démocrate. Cette disposition que vous évoquiez en disant, même s'il n'y a que 3 commissaires à la CENI, ça permet, l'institution peut continuer à fonctionner. Ça ne vous dérange pas, les grandes gueules personnel, vous qui avez une âme démocrate, ça ne vous dérange pas qu'une institution de 17 membres se retrouve à devoir décider avec 3 par exemple? Non, ça me dérangerait dans la mesure où les 7 qui ont fait la déclaration là seraient des commissaires techniques de bonne foi. Mais ils obéissent à des injonctions politiques. Mais ils évoquent des faits. Mais si c'est sur la base de la foi, ce que vous évoquez là, c'est que... Je dis qu'ils obéissent à des injonctions politiques. Ils n'ont avancé. Mais qu'est-ce qui garantit que ceux qui ont aussi la minorité là qui ont accepté n'obéissent pas à une injonction politique? Qu'est-ce qui garantit? De toute façon, il s'appelle la CENI. Non, c'est important. Parce que les doutes qu'on émet de l'autre côté... De part et d'autre, il est important de comprendre, honorable, que s'il y a une désolidarisation d'un groupe de 7, l'autre de l'autre camp aussi obéit à une injonction politique puisqu'ils acceptent rester là. Donc la parité... En fait, ils ont prêté serment. On n'en sort pas. Ils ont tous prêté serment et les autres n'auraient pas dû. Parce qu'il y a eu, je vais te dire avec assurance, qu'à la plénière, il y a eu consensus.
C'est après la plénière qu'on aura dit vous avez mal fait. Allez-y encore. Honorable. C'est comme ça que ça s'est passé. passé. Voilà. C'est sûr. Avocat. Pourtant, on nous apprend qu'à la plénière du vendredi, qu'il y a même des coups de poing. J'ai entendu M. Sidi Touré dire que son représentant là-bas, il n'a plus de représentant là-bas. On comprend bien. Mais ce qu'il y a, honorable. Il n'a plus de représentant. C'est déjà une violation de la loi. Honorable. Quand Sidi Touré dit mon représentant, chargé des affaires juridiques, il honorable. n'a plus de représentant là-bas. Ils ont prêté serment. Non, pas l'aspect. Oui, mais c'est ça la loi. Bien. Mais c'est ça la loi. Où on fait la loi? Oui, allez-y. Où on ne fait pas la loi? Voilà. Alors, honorable, on a quand même cette manie en Guinée de noyer les vrais débats. Oui. Moi, je vais aller au vrai débat. Dans certaines observations. Moi, je vais aller au vrai débat. Quand vous dites, ils ont pris cette position parce qu'ils obéissent à des injonctions. Oui. Je trouve que c'est facile. Oui. Ils évoquent des faits. Oui. Sur le processus de révision des listes électorales. Oui. Sur un délai premier, un délai qui obéirait à la loi de 90 jours, on se retrouve à nous dire qu'il est possible de réussir ça en 25 jours. Je vais vous arrêter là. Alors, je vais vous arrêter là. Allez-y. Mais c'est quoi une révision? C'est demander aux électeurs, venez devant la machine pour savoir si vous êtes là. Bien. Attendez, enregistrez-vous. Vous croyez les 90 jours, ça c'est une estimation. En 10-15 jours, les électeurs peuvent venir devant les guichets. Une révision va au-delà de cela. Non, je vous dis, non mais attendez. Non, ça va au-delà de cela. Vous ne connaissez pas mieux que... Non, je n'en ai pas la prétention. Oui, donc ce que je dis... C'est les techniciens qui nous disent. Mais ne nous dites pas... Voilà ce que je voulais qu'on fasse. Voilà ce que je voulais qu'on fasse. Je vais me laisser parler. Mais ne dites pas aux auditeurs, une révision, il suffit de venir devant la machine et de se faire... C'est très réducteur du processus de révision. Voilà ce que je veux dire. Voilà ce que je veux dire. Vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas technicien. Pour moi, je ne suis pas technicien. Il y a des techniciens qui sont à la CENI, qui nous disent en 25 jours, nous devons pouvoir faire la révision. Les 25 jours, c'est pour que des électeurs ou des potentiels électeurs viennent se faire enregistrer. La gestion se fera après ces enregistrements. Et le tout est autour de quoi? Les recommandations de l'audit. On ne peut pas faire les recommandations de l'audit que pendant la révision. Moi, je croyais qu'après la révision, on aurait dû dire, attention, malgré cela, il y a encore des fictifs. Mais nous sommes partis jusqu'à demander à ce que les experts qui ont fait des recommandations soient maintenus pour certifier, après la révision, que leurs recommandations aient été intégrées. Ça, c'est la meilleure garantie qu'on puisse donner. Si on ne peut pas les manipuler, nous les gardons avec nous jusqu'à ce qu'ils nous disent, franchement, nos revendications ou nos reproches aux fichiers sont réglés. Quel est l'opérateur aujourd'hui qui s'occupe de tout cela? Non, je ne connais pas. Je ne suis pas de la CENI. Franchement, je ne connais pas encore l'opérateur. Quand même. J'ai entendu. La CENI dit qu'elle renonce à recruter un opérateur technique international, mais le président, son président, au sortir de la primature, a dit qu'il y a un opérateur qui est là déjà, qui travaille. Est-ce que vous savez de quel opérateur il s'agit? On sait qu'il n'y a pas deux. Je ne suis pas de la CENI, j'avoue, très sincèrement, je ne connais pas. Je ne connais pas. Sydia non plus n'est pas de la CENI. Hein. Oui, mais je connais. Je connais qu'il y a Innovatrix qui a vendu à la Guinée. En fin de compte, nous avons un logiciel à nous. Je l'ai entendu dire hier que c'est une petite entreprise de 5 000 €. J'ai demandé à Bouakar la nuit et je vous le demande d'aller sur le net pour voir qui Innovatrix. Innovatrix est dans 80 pays, y compris le Brésil. C'est Innovatrix qui fait les permis et les passeports au Brésil. Allez-y sur le net. 80 pays, y compris en Afrique. Le Nigeria, le pays le plus peuplé, la Guinée, c'est Innovatrix qui a organisé les élections. Dans quelles conditions Innovatrix est arrivé en Guinée? Attends. Dans quelles conditions Innovatrix a été recruté? Mais attention. C'est là la question véritable. Par appel d'offres.
Ah ouais? Il y a eu appel d'offres ici. Mais ça n'a jamais été dit. Il y a eu appel d'offres. Oui, il y a eu appel d'offres. Qui organise? Il y a eu appel d'offres. Mais pourquoi? Il y a eu 6 qui ont soumissionné. Pourquoi la CENI n'a jamais communiqué officiellement sur le nom d'Innovatri? Oui, mais attendez. Que la CENI communique ou pas ne change en rien à la façon. Il faut le dire. Communiquer pour qui? Ouais, mais c'est une institution. Mais communiquer pour qui? Mais attention. Comme par hasard, j'ai trouvé ce jour-là tous les commissaires à l'hôtel Calom. Opposition, enfin, commissaires issus de l'opposition, tous les commissaires. Ils étaient là. Non, vous savez, il y a Tafa qui est le fils d'une copine d'âge, de classe, de Black Boko avec. Je l'ai vu, je dis qu'est-ce qu'il me dit non. C'est lui qui m'a présenté, par exemple, ils sont les experts des Innovatrix que nous avons choisis, qui sont en train de nous expliquer leur logiciel. Oui. Voilà, ça c'est comme ça que moi j'ai appris qu'Innovatrix a été. Alors, dans les faits, sur les précisions qui ont été données ou les affirmations faites par Sidia Touré hier, il a mentionné par exemple un certain nombre de points. La révision qui passe de 90 à 25, la durée de l'affichage de la liste provisoire qui passe de 15 à 8, le délai du contentieux lié donc à cet affichage purement et simplement sauté. Un délai légal. Alors qu'il était de 8 jours. Ensuite, ce qui m'a vraiment retenu mon attention, c'est qu'il dit qu'il devrait y avoir un appel d'offres sur la commande du matériel, les kits. Cet appel d'offres n'a pas eu lieu. On apprend que le gouvernement a commandé des tablettes. 4 conteneurs de tablettes. Ces tablettes ne peuvent pas faire un recensement efficace. Oui, on donne même les paramétrages techniques. Qu'est-ce qu'il en sait? Les paramétrages techniques de ces tablettes. Qu'est-ce qu'il en sait? De 8 gigas de RAM. Écoutez, le problème d'abord qu'on avait. C'est assez précis. Attendez, le problème qu'on a pour le recensement, c'était d'abord, il fallait avoir des groupes électrogènes. Et quand tu recenses à Kerewane, il y a des problèmes sur la machine à Banankoro. Tu prends la machine de Kerewane, tu vas à Banankoro, ça enregistrera comme si c'était des électeurs à Kerewane. C'est ce qu'on a connu, c'est pourquoi il y avait des électeurs qui étaient à 150 km de leur bureau. La tablette aujourd'hui, ça c'est la technologie. Non, écoutez, ce sont des terminaux qui vont aux électeurs, même ceux qui ne veulent pas se déplacer. On peut aller les voir pour les prendre. Et puis, c'était encore 4 ou 5 doigts ou 2 doigts. Maintenant, c'est les 10 plus une photo et qui vont directement au serveur auquel tous les commissaires peuvent avoir accès. Vous avez vu les capacités techniques de ces tablettes? Est-ce que ça a été soumis, ces tablettes ont été soumises à l'ensemble des commissaires? Parce que le fait d'avoir une CENI paritaire, c'est de rendre transparent le processus. Voilà ce que vous ne savez pas. Allez-y. C'est qu'à cause du budget de la CENI, qui a été toujours la plus élevée de la sous-région, on a dit que 40% au moins de ce budget doit être désormais fourni par l'État. Tout le matériel lourd doit être fourni par l'État. Donc l'État a le droit d'acheter certains matériels, y compris ces logiciels, pour mettre à la disposition de la CENI. Le processus d'affichage? Non, le processus de passation de matériel. Mais est-ce que la vérification de la fiabilité de ces matériels se fait par qui? Mais par la CENI. D'accord. Mais par la avec CENI. tous les commissaires et tous les techniciens. Absolument. Mais comment la commande se fait? Qu'est-ce qui se passe? Comment les spécifications techniques de la commande? Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la CENI est invitée au MATD, qui a été présenté là. Il a été approuvé là. Il a été critiqué et approuvé. Et on a demandé même à ce que des paramètres soient introduits pour faire face aux besoins de recensement guinéen. Ça, ce n'est pas Brema Koné qui a décidé ça comme ça. C'est la CENI. Deux choses, mais honorables. Il nous a été annoncé hier qu'il se passe des choses assez louches, assez ténébreuses à la Villa 33. À la Villa 33, c'est ça le site central. Le site central. C'est là-bas, c'est le site central. Et on ne peut pas dire à Moïse et à Damaro d'y entrer. Il y a des responsables techniques, dont je ne connais même pas le nom, qui sont à ce site-là. Et c'est là-bas où on doit installer il est reproché à Maître Kébé. Attendez maintenant, s'il vous plaît. La CENI,
il n'est pas dit que les 17 commissaires sont des techniciens de serveurs. Ouais. Ou que tout le monde doit pouvoir aller mettre la main sur l'ordinateur. La Villa 33 Camp, c'est ça un peu la malhonnêteté, excusez-moi l'expression, quand on croit que c'est quelque chose de vraiment lustre qui n'est pas lié officiellement à de mystérieux. Mais c'est la balle aussi centrale de la oui, mais en disant cela, s'il te plaît, ce que vous écartez, en disant cela, ce que vous écartez, c'est d'oublier ces années de lutte pour qu'on ait une CENI au sein de laquelle se retrouvent les leaders. L'adjoint de la directrice, l'imbattable de vous souvenez choses, qui est experte au niveau continental. Vous c'est savez ta quand femme même. qui est informaticienne. Elle a accès à D'accord, mais vous savez. Il savez. sait où est le site. Oui, ce sur quoi je veux attirer votre attention. Donc ce n'est pas mystérieux du tout. Vous savez quand même que depuis plusieurs années. D'accord, vous allez permettre à ce qu'on vous pose des questions. Il faut écouter les questions. Vous n'êtes pas quand même sans savoir que ça fait des années que justement le véritable problème de cette CENI, c'est cette crise de confiance. Et que justement quand on en vient à une CENI politique avec des représentants, c'est pour éviter justement qu'il y ait des travaux qui amènent à des doutes et que finalement l'opposition en vienne à douter de ce qui est fait. Mais comment alors vous pouvez justifier qu'il y ait un travail colossal qui soit abattu du côté de la Villa et que l'opposition se sente, je ne sais pas, pas concernée? Qu'est-ce qui vous étonne dans ça? Oui, mais il n'y a pas d'opposition à la CENI. Il y a des commissaires à la CENI. Il y a des commissaires. Ça, c'est ça la loi. N'allez pas diviser nos commissaires. Sa question est que l'opposition, dans sa globalité, n'est pas rassurée par rapport à ce qui se passe mais à la Villa 33. l'opposition sera rassurée à une seule condition. Oui. Que Cellou choisisse le président de la CENI et lui dise ce qu'il doit faire. Et que Sidia choisisse peut-être les deux vice-présidents pour leur dire ce qu'il doit faire. Salif Kébé, c'est l'homme du pouvoir. Ok. C'est ce qu'on a dit à Bakary. C'est ce qu'on a dit à Lucien Camara. C'est ce qu'on a dit. On a dit que Silla était l'homme de Sidia. Mais justement, la transparence avec tout ça. Oui, mais la transparence, c'était le mot-clé avec tout ce qui s'est passé. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Qu'est-ce que vous voulez quand on n'a même pas confiance à sa belle-sœur qu'on y a envoyée? Alors, oui, mais attendez. Le problème, moi, j'ai une question. La seule série dont on a récriminé, c'était qui? J'ai une question très intéressante. C'était le beau-frère de Kouyaté. C'était la belle-sœur de Cellou. C'était deux Touré de Syriens qui étaient là. Finalement, quand ils ont refusé d'obéir, on les a traités de tout. C'est pourquoi on les a tous balayés là. C'est la raison. La compétence n'est pas le problème. Vous connaissez cette fiche-là? Cette fiche d'éducation? Je ne connais pas. Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. Mais Sydia l'a présenté hier. Il paraît qu'on est en train de les imprimer en grand nombre. Oui, mais je connais Sydia. Sydia est tellement renseigné qu'il a dit que son avocat lui a donné au Novatrix avec 5 000 € de choses. Il ne sait pas que la Lituanie est le pays le plus biométrisé du monde, même si sa population fait à peine 4 milliards. Bien. Notre invité ce mardi, honorable Amadou Damaro Camara, et que Google chef a été inventé dans un majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. On va évoluer dans cette interview. On reproche à maître Salif Kébé d'entretenir des réunions parallèles, des réunions à huis clos notamment, mis à part même le côté base logistique de la CENI au niveau de la Villa 33, mais il lui est reproché d'entretenir des réunions de travail, des réunions, je dirais pas clandestines, mais des réunions quand même en petits groupuscules au sein de la Villa 33. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Deuxième question, c'est les techniciens qui travaillent à la Villa 33. Quelle a été la base de leur recrutement? Ils ont recruté depuis le temps il y en a qui sont là-bas depuis plus de 10 ans. Je connais un certain Keita qui est venu de la Côte d'Ivoire depuis le temps de... Ousmane? Non, il est là au moins il y a 10 ans. Les vrais techniciens de là-bas sont là au moins il y a 10 ans. Donc ce n'est pas maintenant qu'Alpha Condé a dit prenez-moi ceci, prenez-moi. Bien. Alors il y a cette question. Et puis la réunion. Il ne m'appelle pas. La réunion. Il ne m'invite pas à ces réunions. Vous n'êtes pas invité, mais je ne suis pas un policier qui veut faire. Mais je sais une chose, c'est que quoi qu'il fasse, aujourd'hui, vous savez, les élections passées, il a eu 5 députés grâce au concours de l'UFDG. Il ne les aura pas cette fois-ci, ce concours-là. Il a eu quelques mairies grâce au concours du RPG. Il n'aura plus ce soutien-là. Il a peur. Il sait qu'il va dégringoler.
il sait que dans les législatives, on a besoin de fierté pour avoir parce que ce sont des scrutins. Vous pensez qu'il à la majorité primaire. Il n'en a pas où? À Bofa. Où? Bofa et Bokeh. Voilà. Non. C'est parce que l'UFDG s'est désisté. La preuve, c'est qu'il n'a pas. Il a été 3e pendant les communales. Honorable, l'union de Sidia et de Selou, j'en ai la conviction ce matin, c'est un véritable fardeau pour la mouvance présidentielle. Ça ne vous plaît pas qu'ils soient unis? Non, mais ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas unis. Les deux se détestent comme des coépouses. C'est ça la réalité. Ils font des déclarations communes. Vous savez comment il s'appelle? Oui, vous savez comment il s'appelle? Oui. Lui là. Les grandes gueules. Lui là, les gens là. Sidia appelle Sidia. L'autre. Vous écoutez, vous avez vraiment une politique de diviser pour régner ce matin. Je ne divise pas, mais ils ont donné la preuve. Mais ça vous dérangerait quand même que les deux soient unis? Ils ont donné la preuve, mais ils ont le même objectif. Chacun veut le fauteuil présidentiel, mais ils ne peuvent pas être ensemble pour atteindre quoi? Alors Abakar, s'il te plaît, cette dernière question sur l'élection. Lundi, c'est mon tour. 2020, l'autre dit si Alpha n'est pas candidat, je serai président. Et ces deux-là veulent nous faire croire qu'ils sont unis. Alors, à vous écouter, tout va normalement bien. Aujourd'hui, il y a une volonté politique d'aller à ces élections. Au début de l'émission, vous parliez du budget qui serait maintenant disponible. Tout. C'est vrai que vous n'êtes pas à la CENI, mais dites-nous comment on en est arrivé à aller vite comme ça au lendemain de la déclaration du président de la République. C'est ce que vous croyez. On avait même pas une longueur, mais 100 longueurs d'avance sur l'opposition parce que, premièrement, le président a dit je ne demanderai pas un franc à la communauté internationale. Ils ont toujours demandé des élections. Il a dit oui, je vous contacterai. J'ai été surpris que tout soit acheté sans l'aide extérieure, sans appeler Paul ou Pierre. C'est ce qu'ils attendaient. La Guinée a pris cette fois tout en charge. Tout en charge, pas un franc. Non, le budget, les grandes gueules. À part les gros matériels, se situerait entre 300 milliards, 350 milliards de francs guinéens. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça coûte très cher. Qu'est-ce qui va se passer? Surtout quand on veut faire encore de l'obstructionnisme. Qu'est-ce qui va se passer, honorable, si l'opposition plurielle, je parle de l'UFR, de l'UFDG, du PEDN et de tous les autres, venait à se retirer du processus? Vous irez à ces élections? Je vais faire une annonce. Avec ou sans eux, les élections auront lieu cette année. Le 28 décembre? Absolument. Non, je ne donne pas si de le date. président confirme. Je dis, il revient au président de la République d'appeler les électeurs. Ouais. Si, à son retour, il trouve que la date, parce qu'il ne prend pas de décision comme ça, il va inviter la CENI éventuellement. Vous venez lui dire comment ils peuvent le faire. Si la CENI donne la preuve de pouvoir tenir, il l'appellera. Et nous irons avec ou sans le... Vous ferez comme Patrice Talon au Bénin? Non, je ne sais pas où, mais les élections, c'est démocratique. Ça aura quelle crédibilité? Peut-être que c'est l'objectif qui est visé, avec un processus qui n'est pas consensuel. On ne peut pas on n'a jamais eu de consensus. Le problème, quand vous parlez aujourd'hui, j'ai fini de poser ma question. Vous parlez de problème on est contre le 3e mandat. Mais celui n'a même pas été d'accord pour le premier mandat, ni le second. Il n'a jamais félicité. Donc être opposé au 3e mandat s'il y en a, mais ce n'est que normal. Alors la question, si c'était l'objectif, la manœuvre, c'est-à-dire de pousser l'opposition à boycotter, et en fin de compte, vous allez tout seul et vous offrez l'écrasante majorité. Donc, on va avoir en face une assemblée, un parlement monocolore qui va donc faire passer la nouvelle constitution comme lettre à la poste. Le processus le plus achevé de la démocratie, c'est de demander directement au peuple, même pas à ses représentants, mais au peuple. Nous demandons, les élections vont avoir lieu à telle date. Nous sommes en septembre. En octobre, novembre et pratiquement décembre. On a 3 mois et demi pour se préparer pour ces élections. La CENI dit qu'elle peut. Nous attendons, nous suivons, nous, la CENI. Que la CENI pose effectivement les actes. Nous demandons à ce qu'il y ait le maximum de transparence possible, d'inclusion possible, de participation possible. Si malgré tout, on cherche des alibis pour ne pas y aller, on ne peut aussi forcer personne à participer à des élections. Deux choses rapidement. Alors, on voit bien que l'étau est en train de se resserrer. J'ai envie de dire sur l'opposition, mais également sur la mouvance. Pourquoi est-ce que je le dis?
je vois bien la mouvance acculée par le temps. Parce que à partir de juin 2020, il est impossible à la mouvance de soumettre un référendum en République de Guinée à partir de juin 2020. Donc, les 6 mois qui précèdent la fin du mandat, il est impossible de soumettre un tel référendum. En tout cas, c'est la pratique en Afrique, c'est la pratique démocratique courante. Donc, ce qui m'amène à cette question, est-ce que finalement, vous le disiez vous-même, la pratique la plus idéale, ce serait de soumettre un référendum au peuple. Est-ce que cela sous-entend qu'il n'est pas exclu que pour les législatives, il y a un couplage référendum et élection législative. Est-ce que vous y pensez-vous? Le Premier ministre, sur les instructions du président de la République, la Constitution, on en parle tellement. On la défend. On a même un front pour la défendre. Cette Constitution dit que c'est le Premier ministre qui est en charge du dialogue social et des partis politiques. Ce Premier ministre invite les partis. On dit non, on connaît déjà, on n'y va pas. Et on respecte quand même la Constitution. Après ces consultations, le Premier ministre déposera un rapport au président de la République et le président de la République décidera, en toute connaissance de cause, ce qui a lieu d'être fait. S'il nous demande, s'il décide de faire de coupler avec les législatives, de le faire avant ou de le faire après. Ce que vous dites est grave. Ce que vous dites est grave, honorable. En quoi? Le président de la République peut certes demander un référendum, mais il n'a pas le droit de dire à telle date, couplé à ça. Celui qui est chargé de ça, c'est la CENI. Vous-même, vous avez dit ici que c'est une institution indépendante. Attendez, c'est le président de la République qui peut demander à la CENI, je veux d'un référendum. Oui, il peut demander un référendum. Je veux mais pas la date. Mais pas la date. Je vous dis, il appréciera et il appellera. Attention, la CENI, parce que ce n'est pas une élection régulière. Oui, mais ça reste une élection. C'est le président de la République qui fixe la date d'un référendum. Ah ouais. Alors, honorable Damaro. Pas des élections, oui, ce ne sont pas des élections. C'est exceptionnel. Le président de la République dit, je vais avoir un référendum c'est exceptionnel. Au référendum. Oui. Le référendum. Non. Il y a une nuance. Non. C'est lui qui décide. Non, il ne fixe. Non, je ne crois pas. Je veux bien avoir la preuve de cela parce que je sais une chose. Le président de la République prend un décret pour convoquer le corps électoral. Je suis d'accord là-dessus. Ça, c'est le président à une date proposée par la CENI. Oui, mais attendez, vous savez, c'est pas une élection régulière. C'est pas un référendum. Le référendum, c'est une consultation électorale. Oui, mais un référendum, sur un sujet précis. Un référendum, c'est l'élection la plus facile. Là que 2 bulletins, oui et non. Oui, mais dans 2 urnes. Je finis là. Bien. Non, allez-y, oui. Bien. Honorable, est-ce que vous vous êtes rendu compte que nous n'avons pas encore fini avec les communales? Vous êtes en train de nous servir les législatives et peut-être même le référendum. Peut-être que vous voulez qu'on attende 2025 parce que si les chefs de quartier n'ont pas, on n'a pas le droit de faire d'autres élections. Non, mais il n'y a pas que les chefs de quartier. Est-ce qu'il n'y a que des chefs de quartier? C'est vous qui avez mis dans la loi. Il n'y a pas les conseils de région. Les conseils de région. Vous savez, il y a peut-être que vous allez... Vous allez peut-être... Auquel vous avez souscrit. Non. Non, je parle du RPJ. Non. Mais non. Non. Vous n'avez pas voté. Non, mais écoutez, vous savez, je vous ai toujours dit ici, dans ce même studio, un texte de loi, il y a toujours le contexte. Il y a l'esprit et avant la lettre. La lettre dit qu'il faut. Le contexte était un contexte de crise de couteau à la gorge. L'esprit était que ne politisons pas les quartiers. Sidia même n'est pas d'accord. C'est ça aussi un peu le problème même dans l'opposition. Sidia a dit, nous ne sommes pas d'accord qu'on politise les chefs de quartier. Les 2 grands partis à Donc c'est une mauvaise loi. Oui. C'est une mauvaise loi. Ça ne vous a pas empêché de la voter. Non. Mais non. Mais une loi est sentie mauvaise quand elle se heurte à des barrières dans son application. Dans son application aujourd'hui, on se rend compte que ce serait extrêmement dangereux de politiser les chefs de quartier. Moi, j'ai un chef de quartier. Oui. Mais c'était ça le prix qu'il fallait payer en ce moment pour qu'on arrête de tuer, qu'on rentre à la maison. Pour moi, ces élections sont terminées. Les communaux sont terminées pour vous? Complètement terminées. Incroyable. Non, je vous l'ai dit. Vous voulez pas que sur le chef de quartier. Moi, mon problème, c'est que vous n'aimez pas. Je vous dis souvent ce qu'il y a. Mais c'est ça la réalité.
il n'y aura pas d'élection des choses de quartier. Nous avons demandé à nos camarades de l'opposition à l'Assemblée, venez. Nous avons trouvé des formes, même dans la loi sur la CENI. Il y a des choses qu'on aurait pu corriger parce que quand on dit le nombre de démembrements doit correspondre au nombre de districts, non. C'est un problème de représentation dans les démembrements pour pouvoir surveiller la régularité du scrutin. On n'a pas besoin qu'à Damaro, il y a 13 districts, qu'il y ait 13 membres de choses. Si on a 10, si on a 5 ou on a 6, 3 de chaque côté, ça suffit pour dire c'est régulier, ce n'est pas régulier. On a demandé, venez, pour qu'on corrige cet aspect. Parce que ça coûte extrêmement cher. Les démembrements sont partis de 2000 et quelques à 4000 et quelques. Budgétairement, nous sommes un pays pauvre. C'est pas parce qu'on veut tout simplement... C'est quand même compliqué ce que Honorable... Non, c'est très compliqué. C'est-à-dire, à un moment de crise, l'application d'une mauvaise... Nos acteurs politiques prennent la peine de s'asseoir et de voter une loi qu'ils savent perdue d'avance, qui n'apportera rien, mais on nous dit, oui, tenez ça, puisqu'il faut qu'on se repose et qu'on dorme et qu'on passe à autre chose, prenez quand même. Vous savez pourquoi? Parce que notre opposition a toujours voulu apporter des solutions politiques à tous les problèmes. Les grandes gueules. Qu'ils soient d'ordre financier, qu'ils soient d'ordre économique, qu'ils soient... Ce ne sont que des solutions. Bien, on va s'intéresser à la nouvelle constitution. Non, justement, parce qu'à la sortie de la consultation, des consultations hier, on a écouté le représentant, enfin le porte-parole, Saloum Cissé, qui a clairement dit que leur position c'était clair, c'était sur la nouvelle constitution parce qu'il fallait l'enrichir, y apporter des innovations, parce qu'ils estiment que une constitution n'est pas statique, c'est dynamique. Moi, la question que je vais vous poser ce matin, c'est: est-ce qu'il n'est pas temps pour la mouvance présidentielle de s'assumer et de dire ce qu'elle veut réellement de cette nouvelle constitution? Mais pourquoi vous voulez toujours extrapoler? Les grandes gueules. Pourquoi vous voulez toujours associer comme l'opposition la nouvelle constitution à un troisième mandat? Non, mais c'est ce que vous faites. Non, c'est ce que vous faites. Quel est le mal? Jean-Jacques Rousseau dit que le peuple a le droit de changer ses lois, même si elles sont les meilleures. Surtout quand elle n'est pas la meilleure. Revenons alors aux arguments brandis. Pourquoi vous allez toujours au troisième mandat? Nous, on n'est pas au troisième mandat. Nous, on est à la nouvelle constitution. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui? Honorable, pardon, ne nous envoyez pas comme ça, c'est trop facile. Vous êtes troublé? Non, pas troublé, c'est seulement dépassé par votre capacité à nous vous mélanger. À te mélanger? Non, à te mélanger. Je ne veux pas employer le mot. Pas mélanger. En fait, moi, son courage, c'est son courage qui... Non, c'est difficile à dire ce qui n'est pas, vous savez, Tamba, moi, mon problème, c'est quoi? À mon âge, c'est pas fini, s'il te plaît. À mon âge, et ce que je remercie de ce que Dieu m'a donné, je n'ai absolument aucune raison d'hésiter pour quoi que ce soit. Pourquoi j'ai posé ma question? Je suis tellement croyant que je sais que mon sort dépend exclusivement de Dieu. Ça fait des mois. Comme le mandat du président. On va s'écouter. Mais bien sûr. Allez-y. Ça fait des mois qu'au niveau de la mouvance, on bat campagne, on dit que c'est pour une nouvelle constitution. Sur certaines affiches, on voit écrire troisième mandat. En offre, il y en a qui vous le disent clairement. Dans les débats, au niveau des arguments, on nous sert des choses qui ne nécessitent pas un changement de constitution. Je vais vous étonner tout à l'heure. Pas plus tard, hier, Trump qui disait qu'il penserait à un troisième mandat aux États-Unis. Ah ouais? Oui. Ah, c'est Trump quand même, hein? Oui, mais c'était... un bon exemple. Oui, non. Ce que je vais vous dire, dans une démocratie comme aux États-Unis. Bon, ça c'est un autre débat. Comme aux États-Unis. Ça c'est un autre débat. Mais voilà ce que moi je veux que l'on comprenne. Je n'ai pas d'argument aujourd'hui qui n'a pas été donné encore pour la nécessité d'avoir une nouvelle constitution. Mais c'est l'opposition qui parle de troisième mandat. Nous parlons de nouvelle constitution. Oui, mais et nous avons ce droit. Le peuple a ce droit. Oui, mais les raisons pour avoir une nouvelle. C'est que vous assumez. Les raisons, c'est quoi? Les raisons, c'est quoi? Mais on vous a dit tellement de fois. Non, le chef de l'État aux États-Unis a cité une seule raison. Les droits des enfants ne sont pas assez protégés. Mais quoi? Les droits des enfants. Ça, c'est un exemple. Lorsqu'il dit... Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un autre exemple. Allez-y. Un jour, c'est mon petit frère Fodé Oussou qui s'élève, qui va trouver le président de l'Assemblée à l'hémicycle et lui dit, nous
portons plainte contre le président de la... comment on appelle ça? Un examen. Nous le mettons en examen. Parce que dans cette constitution, on dit 10% des députés peuvent mettre le président de la République en accusation. Vous croyez que quelque chose d'aussi facile, 14 députés donc. L'opposition en a une quarantaine. 14 députés suivent pour mettre un président. S'il y avait la haute cour de justice, ce serait déjà... Ah, donc c'est une raison, c'est une des raisons. Non. C'est une des raisons C'est une des raisons. C'est pour vous dire. Et puis la Guinée a plus d'institutions républicaines que la France. Là, vous nous donnez une information importante. Vous nous donnez... C'est pour ça que permettez-moi. Là, vous nous donnez une information. Tellement d'insuffisance. Ce n'est qu'un exemple. Non, ça, ce n'est pas une insuffisance. Moussa, permets-moi. Ça, ce n'est pas une insuffisance que 14 députés aient la possibilité de mettre en examen un président de la République sur des erreurs. Moi, je trouve, même si c'est 2 citoyens qui peuvent le faire, ça, c'est éminemment de la démocratie. Non, après, dénoncer, d'accord. Oui, mais mettre en examen, c'est différent. Non, mais après... Attention, quand même. C'est trop facile, ça. Après, c'est à la justice. Un président est élu pour la 50e%. Là-dessus, je le rejoins. Non, après, c'est à la justice. Non, moi, je le rejoins pas. Moi, je le rejoins là-dessus. là-dessus. D'apprécier c'est pas non plus un jeu de gamin. Permettez-moi de... Mais vous croyez que par l'élection de 14 députés, on doit aller déjà amener le président en justice aussi facilement? Après, c'est ça la démocratie. Après, c'est à la justice d'apprécier. Mais je veux passer au deuxième volet de ma question. C'est que vous nous disiez tout à l'heure que le fait que 14 députés aient la possibilité de mettre le président en examen, est-ce que cela explique cette insuffisance dont vous parlez, explique le fait qu'on n'ait pas mis en place la haute cour de justice qui peut être saisie automatiquement? Non, entre autres les grandes gueules. Cette constitution va réduire le nombre des institutions républicaines. Nous en avons plus que... On aura précisément la question. Précisément la question, ce n'est pas moi qui décide de ça, même si... des députés doivent être membres. Vous avez votre objectif, c'est d'abord sauter le verrou de la possibilité qui est donnée aux 4 députés de mettre le président en examen pour pouvoir mettre en place la cour. Alors pourquoi la haute cour n'est pas mise en place, honorable? Bien. Malheureusement, je ne décide pas de ça. La raison que vous évoquez, elle est pertinente. On arrive entre autres, une des raisons pour... Elle est pertinente. C'est-à-dire pour changer la constitution. Elle est pertinente. Allez-y, Moussa. Oui, elle est pertinente. La dernière question, honorable. Vous pouvez nous donner un peu... Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin si vous avez lu cette nouvelle constitution? Vous avez une mouture, quelque chose que vous voulez soumettre au peuple? Est-ce que même ceux qui défendent cette constitution sans l'avoir vue savent de quoi il s'agit à l'intérieur du pays, ces ministres qui sont commis à la tâche? On veut savoir, au-delà de l'information sur la réduction du nombre d'institutions républicaines, quels sont les autres aspects sur lesquels on peut se prononcer? Oui, mais c'est pourquoi une personne plus autorisée, comme le Premier ministre, qui venait pour qu'on en débat. Le Premier ministre doit pouvoir avoir une mouture pour dire voilà ce que nous avons. Et regarder et proposer nous. Mais quand on dit à l'avance, on ne veut même pas respecter cette disposition de la Constitution pour répondre à l'invitation pour un dialogue national du Premier ministre, ça, il y a problème. Et on ne peut pas parler de... Avez-vous lu cette nouvelle Constitution? Je dis que le Premier ministre doit avoir une mouture à proposer en son temps au débat national. Comme la première Constitution de 91 où dans la première mouture, il y avait que le bipartisme, mais c'est après le débat, on l'a dévoilé, qu'on est revenu. Elle existe, la mouture. Elle existe, la mouture. Elle existe. Bien. Quand le président, honorable, on va terminer là-dessus. Quand le président Alpha Condé affirme au micro de nos confrères de la VOA qu'il ne sait pas quand il quittera le pouvoir, il renvoie la question à Dieu et au peuple. Comment cela sonne dans vos têtes? Je vous ai dit ici que moi j'ai une conception très fataliste pour notre génération qui avons vu la première République venir. C'est que je crois qu'il n'y aura plus de président aussi fort que le président. Quand il est mort, tout le monde, on s'attendait à tout le monde sauf à Alassane. 24 ans après, il a fait, c'est pas moi, l'armée comme il l'a voulu. Et on m'a reproché, c'est bon à la dernière fois. Donc c'est une réponse normale. C'est un capitaine qui ne s'occupait que du carburant, qui n'était même pas chef d'une unité, qui a dit, c'est moi. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Vous n'allez pas enlever ça de mon esprit. Il a 2 mandats, constitutionnellement. Oui, mais attendez. Il peut mourir avant. Oui.
il peut mourir après. Mais il doit quitter. Oui, mais il est écrit dans la Constitution qu'il remette le pouvoir. S'il ne meurt pas, il doit quitter à date. Non. Si c'est une décision, vous savez, pour être président. Mais le peuple a non, je dis pour être président. Le mandat est circonscrit. Vous avez tellement parlé de ça. Mais qui l'a décidé? Qui l'a décidé? C'est la Constitution. Non, la Constitution. C'est qui? Malheureusement, la Constitution, c'est le peuple. Laissez le peuple décider. C'est tout ce que nous demandons. Laissez le peuple. Un message qui a été lancé par Sidia. Sidia l'a dit. Il a pris l'exemple de l'Algérie. Il a cité la Tunisie. Il a demandé, il a dit que c'est au peuple de décider maintenant de ce qu'il vaudra de son avenir. C'est un appel. Non mais c'est un appel qui a été fait à lui demande la transition. Lui demande une transition. Alors vous n'avez pas peur lui demande une transition. C'est pas démocratique ça. C'est pas démocratique. Lui demande une transition. S'il demande une transition militaire, il croit qu'il serait l'homme providentiel dans la transition. C'est ce qu'il demande. C'est pas démocratique ça. Au lieu de la transition, l'arbitre suprême, c'est le peuple de Guinée. Pourquoi il ne veut pas se soumettre au verdict du peuple? Mais le peuple, dans la Constitution, permet 2 mandats. C'est pas le peuple qui a voté ça. Maintenant, là, on demande au peuple. Directement. On demande directement au peuple. C'est terminé. Honorable Amadou Damaro Camara, donc, qui était notre invité en ce mardi. C'était très, très tendu. Une ambiance extrêmement chaude dans ce studio. Merci à vous, honorable, d'être passé. On nous apprend toujours en live du côté du tribunal de Kaloum que toutes les issues sont barricadées. On le sait très bien. C'est le verdict attendu ce mardi dans le procès Fodé Baldé, militant de l'UFR, et Mohamed Bangoua, journaliste, directeur de publication de mosaïqueguinée.com. On va suivre tout cela dans la journée. On remet les compteurs à zéro demain matin avec d'autres invités, bien entendu. Merci à toute l'équipe toute l'équipe technique du côté de la régie avec à sa tête Kabine Condé. Merci aussi à Doua Diaby, le doigté magique. Portez-vous bien. Au revoir, à demain.